En direct avec le professeur Luis Alain Morins. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien, professeur? Je vous entends bien, oui. Je laisse la parole à Peter Lema, peut-être pour présenter le Alors, nous professeur avons Luis Alain. en ligne l'homme qui a permis, justement, on parlait de ça au tout début de l'émission, on parlait de 87, en fait, on parlait de l'exhumation du Code Noir et des temps forts, comme à Nantes, il y a eu en 2012 les 25 ans de l'année marquant l'exhumation du Code Noir a été célébrée par beaucoup de militants qui ont accompagné ce travail. Le professeur Salamon Lins, professeur émérite à l'université de Sorbonne et Toulouse 2, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 3 ouvrages d'ailleurs qui peuvent être achetés ou offerts en bouquet. Le Code Noir, Les Misères de Lumière et Esclavage Réparation. Alors quand tu as ces 3 bouquets, tu arrives à comprendre certaines articulations. Je tiens juste à rappeler que la 13e édition du Code Noir a été publiée par les presses universitaires françaises le 6 novembre 2018. J'aimerais vous poser une question sur la réception du Code Noir. Vous disiez lors d'une interview que les psychologues avaient évoqué l'exhumation du Code Noir à l'époque, mais il y avait un grand silence auprès des philosophes. Alors pourquoi les psychologues ont pu parler plus facilement de ce code monstrueux et pas les philosophes? Ben, vous savez, finalement, la réponse est dans la question. Les psychologues, par définition, s'occupent du présent, de la façon dont les gens vivent le présent, de la façon dont les gens colportent, jouissent ou peinent à gérer leur propre existence. Et il était facile aux psychologues, une fois l'exhumation du Code Noir faite, d'établir des liens entre ce que raconte ce code, l'histoire que raconte ce code, et le vécu de tant et tant de gens pour lesquels l'esclavage n'était pas uniquement une page d'histoire, mais était en quelque sorte le substrat de leur propre existence. Voilà pour les psychologues. Et par ailleurs, les psychologues ne se sont jamais donné la mission d'écrire un roman national. Et par conséquent, ils pouvaient lire le Code Noir dans toute sa froideur, dans toute sa rigueur. Pour les philosophes, c'est autre chose. Pour les philosophes, la coexistence, si vous voulez, la coïncidence dans le temps du grand siècle et puis des Lumières avec la traite est quelque chose d'assez difficile à digérer. Les philosophes aiment bien raconter Descartes, Malebranche, Rousseau, Montesquieu, et puis descendre jusqu'à Kant. Et ils ne voient en gros que de la grandeur là-dedans. Leur mettre sous le nez un texte et des textes qui démontrent avec une diaphanité totale que cette philosophie, ces siècles de philosophie ont négligé complètement le phénomène, appelons le phénomène traite-esclavage, était inadmissible. Raconter aux philosophes que lorsque Rousseau parle d'esclavage, il ne parle pas du tout de l'esclavage des nègres, mais il parle de l'esclavage au sens où le sujet d'un roi est le sujet d'un tyran et par conséquent est un esclave. Et quand Rousseau dit « je vois des esclaves partout », il ne voit pas les esclaves de la Martinique, il ne voit pas les esclaves des Antilles, il voit les citoyens des nations civilisées, des nations chrétiennes, soumises aux caprices d'un tyran. Et donc, montrer par A plus B, par la cruauté des textes, ce que raconte le code et ce dont ne parle jamais la philosophie, était difficile à admettre. Par conséquent, la philosophie a encaissé, si vous voulez, petit à petit il est venu, mais à l'apparition du code, il n'y a pas eu de réaction, pas une seule, que je sache, à part le journal Le Monde, à part le Canard enchaîné, si vous voulez, il n'y a pas eu de voix philosophique s'étant élevée à ce propos. Il a fallu attendre une petite note de Derrida, le grand Derrida, qui tout d'un coup se réveille 15 ou 20 ans après, et il dit qu'effectivement, lire Rousseau est une chose, le lire en ayant le Code Noir sous la main, sous les yeux, en est une autre. Voilà donc pourquoi le silence des philosophes. Tout le monde sait aujourd'hui, même ceux qui vous contestent et s'opposent à votre lecture, tout le monde sait que l'exhumation du Code Noir en 87 a joué un rôle fondamental
pour l'adoption de la loi de 2001. Cette déjection hors de la famille humaine est un crime. Cette loi était d'une importance capitale pour nous. Mais ce qui était terrible, c'est que les juridictions françaises, et d'abord la Cour de cassation, a estimé que c'était une loi vide, une coquille vide, c'est-à-dire une loi qui reconnaît que la traite négrière et l'esclavage des Noirs constituent un crime contre l'humanité, n'avait pas de portée normative. Le fait que cette loi soit qualifiée de mémorielle et donc de non normative est utilisé par nos adversaires pour lui nier toute conséquence juridique. Ce n'est pas le choix obligatoire qui doit être fait par la Cour de cassation. La Cour de cassation peut très bien considérer qu'il y a eu là la qualification par le législateur de fait d'esclavage comme crime contre l'humanité, et cela suffit à appliquer le régime commun des crimes contre l'humanité et donc l'imprescriptibilité de l'ensemble des faits qui ont pu se dérouler aux Antilles lors des opérations d'esclavage pendant près de 2 siècles. Je me permettrai, j'avais posé la question tout à l'heure, on va parler de réparation. Où il y a quelqu'un un jour qui m'a dit voilà, pourquoi tu veux que moi je sois responsable des erreurs, des crimes commis par mon arrière-grand-père. Pourquoi parler de réparation? Pourquoi ne pas s'arrêter au pardon et on essaye d'avancer ensemble au présent, aujourd'hui? Si on dit pardon, on parle de morale. Oui. Et si on dit réparation, on parle de droit. Et si on confond droit et morale, c'est la fin de la séparation des pouvoirs tel que l'avait Montesquieu. Oui. Vous savez, Montesquieu, il y a le pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. En bonne grammaire française républicaine. Le législatif renvoie au droit. L'exécutif renvoie au droit. Le judiciaire renvoie au droit. Aucun de ces trois chapitres ne renvoie à la morale. Pour qu'un thème de morale devienne un thème de loi, n'est-ce pas? Il faut tout simplement que le législatif s'en mêle. C'est comme quand on a déclaré, par exemple, que le crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Oui. L'imprescriptibilité est passée d'une option morale à un choix judiciaire. Il faut donc que le législateur dise « je prends ce mot-là ou ce principe-là de la morale et je l'intègre au droit ». D'accord? Mais en ce qui concerne notre affaire, ça n'a pas été fait. L'exécutif passe son temps à déclarer que c'est trop tard pour les réparations, que c'est pas possible, que ce n'est pas faisable, que c'est pas commode. Mais le législatif, n'est-ce pas, n'a jamais dit je vais m'attribuer à moi, le législatif, de gérer un taux moral. Ça n'existe pas. Par conséquent, si votre ami vous disiez pourquoi la personne dit pardon, il faut lui répondre que tout simplement, on ne peut pas faire. Moi, je peux pardonner mon créancier. Moi, je peux pardonner mon créancier de l'illégance de ce truc, mais tout en pardonnant mon créancier, je peux exiger réparation. C'est un marché de dupes, cette histoire. On se moque de nous parce que il semblerait que nous complicions dans la repentance. Mais pas du tout. Nous ne demandons pas la repentance. L'État se repent si on a envie ou pas. Nous, on veut tout simplement que l'on dise combien cela représente comme désastre économique, combien cela économique comme désastre financier et comme peine morale, et on veut une réparation des dents. Et la réparation des dents, encore une fois, c'est du domaine du droit. On peut abandonner le droit, on peut dire le droit n'est pas intéressant, tournons-en la morale, c'est un choix. Les curés font ça, ils savent faire ça très très bien. Les curés, les pasteurs, les musulmans peuvent faire. Mais l'État n'a pas tenu ce langage. Je vous aimais, là je vous aime encore plus, professeur. Merci. Non mais l'État a à dire je répare ou à dire je ne répare pas. Il n'a pas à dire il semblerait que s'il fait bon, s'il pleut pas, si tout va bien. Non, l'État a à dire je reconnais qu'il y a une réparation à faire pour tel ou tel principe, ou bien je ne reconnais pas qu'il y a une réparation. Et en général, quand l'État ne reconnaît pas, il nous envoie, comme vous le savez très bien, à l'histoire de l'anachronisme. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes, bande de cons qui demandent des réparations pour un truc vieux, alors qu'à l'époque, personne ne demandait réparation. Ben non. À l'époque, il y avait des gens qui demandaient réparation. Il y a des mouvements en France qui font que l'on en parle, il y a des procès en cours, il y a des mouvements aux Amériques sur ce domaine, et il faudra que l'on y revienne, et il faudra tout de même faire sauter cet argument de l'anachronisme. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Ça, c'est Tocqueville. Tocqueville,
sur lequel la bien-pensance française veut voir, en quelque sorte, la sublimation politique de l'héritage des Lumières.